Les guerres non déclarées sont monnaie courante. Tragiquement, notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit des guerres d'agression, sans que le peuple américain ne s'en émeuve. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par le gouvernement. Pour construire une société véritablement libre, il faut comprendre la question de l'initiation de la force et la rejeter. Et si parfois, pour aimer son pays, il fallait modifier ou abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement était celui qui gouverne le moins? Et s'il était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux périr en combattant pour la liberté que vivre en esclave? Et si la liberté vivait aujourd'hui son heure la plus dangereuse? Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 août 2026. Max Blumenthal nous rejoint maintenant. Max, c'est un plaisir, mon cher ami. Bienvenue. Merci de vous être adapté à mon emploi du temps. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur des sujets très variés, mais je dois vous interroger sur cette citation que vous avez attribuée à Benjamin Netanyahu et dont vous m'avez envoyé un extrait. Donc, il l'a bien dite. De quoi parlait-il lorsqu'il a évoqué la République islamique de Grande-Bretagne? Eh bien, c'était il y a 2 semaines, lors d'un voyage au Royaume-Uni dans un podcast, où Netanyahou évoquait l'immigration musulmane en Grande-Bretagne. Il disait que la Grande-Bretagne deviendrait la République islamique de Grande-Bretagne et qu'il faudrait la traiter de la même manière qu'Israël a traité la République islamique d'Iran, contre laquelle Israël a déclenché 2 guerres unilatérales et non provoquées. Donc en substance, il menaçait la Grande-Bretagne et lui disait « Si vous vous détournez de votre relation spéciale avec Israël », et la Grande-Bretagne, je veux dire à l'heure actuelle, c'est de fait un territoire occupé quand on voit la manière dont il traite les groupes de solidarité avec la Palestine, comme Palestine Action. Mais Netanyahou menaçait néanmoins. Si jamais ces immigrés musulmans obtenaient une quelconque forme de contrôle politique, ou si une figure comme Jeremy Corbyn arrivait au pouvoir, Israël vous traiterait comme un ennemi et mènerait en substance une guerre hybride. Israël mène déjà une guerre hybride contre les États-Unis. Netanyahou a explicitement désigné les États-Unis comme le 8e front de sa guerre sur 8 fronts. Les 7 autres fronts se trouvent dans la périphérie immédiate d'Israël. Et dans sa campagne désespérée pour sa réélection, afin de maintenir soudé le gouvernement le plus fasciste de l'histoire fasciste d'Israël, il fait campagne non seulement contre le maire élu de New York, Zohran Mamdani, mais il a placé Zohran Mamdani très en évidence aux côtés de 2 des principales personnalités figurant sur la liste de personnes à éliminer d'Israël. Il y a une affiche de campagne qui est placardée sur des immeubles et des panneaux publicitaires dans tout Israël. C'est l'une des publicités de campagne de Netanyahou. On y voit Naïm Qassem, le successeur de Hassan Nasrallah, qu'Israël a tué à Beyrouth en 2024. Naïm Qassem est aujourd'hui le secrétaire général du Hezbollah. Il figure en tête de la liste des personnes qu'Israël veut éliminer, aux côtés de Mojtaba Khamenei, le guide suprême de l'Iran, et de Recep Tayyip Erdogan, qui vient en quelque sorte juste après. C'est un dirigeant de l'OTAN, le président de la Turquie, mais il arrive après eux. Et puis au milieu de cette affiche, il y a Zohran Mamdani. Et en hébreu, il est écrit « Ils veulent que Netanyahou perde ». Mais le sous-texte, c'est « Ce sont nos ennemis ». Et l'un d'eux est le maire de New York, élu par le peuple. Netanyahou doit donc être perçu comme autre chose qu'un personnage désinvolte,
quelque peu racistes, qui plaisantent dans des podcasts et mènent des publicités de campagne assez désespérées et cyniques. Je pense qu'il faut prendre cela beaucoup plus au sérieux. Surtout si l'on considère le niveau d'incitation de la part de forces contrôlées par Israël et de forces pro-israéliennes contre le maire de New York, ainsi que contre d'autres personnalités qui montent en puissance dans la politique américaine et qui appellent à réorienter la relation privilégiée avec Israël. Eh bien, en vertu de la loi, cela justifierait pleinement que le maire Mamdani ordonne à la police de New York soit de lui refuser l'entrée à JFK, soit de lui refuser l'entrée dans la ville de New York, soit de l'arrêter. Il menace de tuer le maire. Si vous ou moi menacions de tuer le maire, nous serions enfermés en un rien de temps. Eh bien, je dois le mentionner. Je n'avais pas prévu de le dire, mais vous venez de me le rappeler. Le gouvernement du Canada vient de refuser l'entrée sur son territoire à un allié clé de Netanyahou, nommé Harry King. Je devrais préciser qu'il est un allié clé de membres de la coalition gouvernementale de Netanyahou. Harry King est un important dirigeant du mouvement des colonies. Il a lui-même participé physiquement à l'expulsion de Palestiniens de leur maison à Jérusalem-Est pour y installer des colons juifs. Et il a appelé à des violences génocidaires extrêmes contre les Palestiniens. Il devait donner une conférence organisée par la soi-disant communauté juive de Toronto jusqu'à ce que son visa soit retiré à la toute dernière minute. Ce sont ces figures-là qui reviendront au pouvoir sous Netanyahou. Vous avez évoqué il y a quelques minutes le traitement réservé par le gouvernement britannique à Palestine Action. Qu'est-ce que Palestine Action et qu'a dit le département d'État américain à son sujet? Palestine Action est le groupe de solidarité avec la Palestine le plus efficace au monde. Ils sont efficaces parce qu'ils ne se sont pas contentés de défiler dans la rue avec des pancartes et de lancer des appels aux responsables politiques occidentaux qui peuvent être battus, intimidés ou achetés. Ils agissent eux-mêmes. Et ce qu'ils ont fait, c'est se rendre dans des usines d'Elbit Systems, l'entreprise israélienne d'armement détenue par l'État, au Royaume-Uni. Ils se sont introduits dans ces usines et les ont vandalisées. Ils ont vandalisé la salle blanche, ce qui rend extrêmement difficile la remise en service des usines. Et ils occupent les usines pendant des jours et des jours, interrompant la production. Ils n'ont blessé personne. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont l'intention de faire de mal à personne. Leur objectif, c'est de fermer ces usines. Et ils ont réussi à en fermer 4. Ensuite, ils sont jugés. Et quand ils passent en jugement, Palestine Action obtient presque toujours gain de cause parce qu'ils comparaissent devant un jury. Et lorsqu'on les a autorisés à donner le contexte de leur action militante, à dire « Nous avons fait cela pour sauver des vies, en réalité », et le coût de ce que nous avons fait est inférieur au coût du massacre de masse d'enfants à Gaza, ils gagnent. Le jury leur est favorable. Et donc, ce que l'État britannique a fait, c'est les proscrire. Il a tenté et réussi à les proscrire en tant qu'organisation terroriste afin de contourner le système des jurys et fondamentalement de contourner la démocratie elle-même. À The Grey Zone, nous avons révélé ces affaires parce que la presse britannique a été interdite de rapporter ce que je vais vous dire. Lors des 2 ou 3 derniers procès de membres de Palestine Action, le jury n'a pas été autorisé à savoir que s'il les déclarait coupables d'une infraction mineure, comme du vandalisme, ils seraient ensuite condamnés par le juge en tant que terroristes. La presse britannique n'était pas autorisée à rendre compte de ces procès, ni des procédures préalables au procès. Elle a donc été littéralement interdite de le faire par le juge. C'est donc à nous qu'est revenue cette tâche. Et maintenant, l'administration Trump, qui est de fait contrôlée par Israël, a désigné ce groupe britannique
d'action directe, non violente, comme une organisation terroriste violente, avec 2 autres groupes, sur des bases extrêmement fragiles. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'ils font ça. Il y a 2 raisons. Pour faire simple, je sais qu'on n'a pas toute la journée. Premièrement, ils ont peur de l'action directe aux États-Unis, parce que ça marche, et Israël en a peur. C'est pour ça qu'ils ont le Mémorandum de politique de sécurité nationale numéro 7, publié par le département de la sécurité intérieure, qui déclare que pratiquement toute forme d'action directe de gauche est une forme de terrorisme. Et cela leur donne la possibilité de poursuivre des accusés et de les condamner en dehors du cadre des procédures judiciaires normales. La deuxième raison concerne une autre affaire très intéressante et en réalité choquante et troublante. Le ministère américain de la Justice a inculpé et cherche à extrader l'un des financiers les plus importants des groupes de solidarité avec la Palestine, des médias anti-impérialistes et de l'aide à Gaza. Il fait vivre peut-être des centaines de familles dans la bande de Gaza, au bord de la famine. Il s'appelle Fergie Chambers. Il est l'un des héritiers de la fortune de la famille Cox à Atlanta. Il possède Cox Media. C'est un anti-impérialiste converti à l'islam qui vivait en Tunisie. Il est parti en vacances à Ibiza, en Espagne. Il a été arrêté par la police et il est maintenant détenu dans une prison espagnole de haute sécurité. Et donc, pour contraindre les autorités espagnoles à expulser Fergie Chambers, à extrader Fergie Chambers vers les États-Unis pour leur grand procès spectacle, c'est le genre de procès spectacle que l'administration Trump veut faire à un gauchiste radical. Ils doivent proscrire comme groupe terroriste une organisation qu'ils semblent avoir soutenue. C'est donc la désignation rétroactive d'un groupe comme organisation terroriste afin de poursuivre un citoyen américain qui, à ma connaissance, n'a commis aucun crime et qui dirigeait une fondation tout à fait légitime. Wow! Je n'avais entendu parler de rien de tout ça, Max. Aux États-Unis, c'est une information nouvelle. Je n'en avais absolument pas entendu parler. J'avais entendu que Rubio avait déclaré Palestine Action groupe terroriste, mais je ne connaissais pas le contexte. Je ne connaissais pas du tout le lien avec Cox Media. Wow! Je peux juste ajouter rapidement quelques éléments à ce sujet. Bien sûr, allez-y. Je pense que, vous savez, vos téléspectateurs libertariens en particulier seront très intéressés de l'apprendre. L'un des autres groupes que l'administration Trump a désigné comme organisation terroriste s'appelle Autistici Inventati. C'est un groupe italien qui fournit des services web chiffrés et des moyens de communication chiffrés à des militants. Or, un militant tiers avait publié du contenu provenant d'un groupe soi-disant Antifa à Portland. L'administration Trump tente donc de relier ce groupe à des militants de l'action directe à Portland afin de les déclarer eux-mêmes terroristes. Ils les associent d'une manière ou d'une autre au Hamas. Mais si on regarde ça d'un peu plus près, ce qu'ils essaient simplement de faire, c'est de poser les bases pour interdire les communications chiffrées, celles sur lesquelles ils ne peuvent pas vous espionner. C'est donc de ça qu'il s'agit. Il y a aussi l'affaire Fergie Chambers. Si j'ai bien compris, nous avons en fait rendu public l'acte d'accusation, jusque-là sous-scellé, ce qui a contrarié certaines personnes qui sont, disons, des propagandistes de Trump, comme Laura Loomer. Mais si j'ai bien compris, l'acte d'accusation va être décelé d'une minute à l'autre, ce qui prouvera ce que je dis. Une grande partie de tout ça vise à faire tomber un seul homme. Mais ils s'attaquent de front au premier amendement, au quatrième amendement, au cinquième amendement. Et c'est la conséquence de cet échec. Pourtant, on l'a vu à maintes reprises dans l'histoire américaine. Quand une guerre a échoué, ou quand elle a causé d'immenses dégâts sociaux, par exemple la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre qui a décimé des promotions entières d'étudiants,
Cela a été suivi des raids Palmer, qui ont réduit au silence par la force les groupes opposés à la guerre. On voit la même chose avec l'administration Trump. La guerre revient sur le sol américain, et ils sont sur le point de lancer une offensive à la manière de la commission UAC contre le mouvement anti-guerre. Wow. Écartons-nous un instant de ce sujet, puis nous reviendrons aux sionistes et au Congrès. Malheureusement, il y a plus à dire là-dessus que nous l'espérions. Quel est votre avis sur le fait que le directeur de la CIA ait passé 4 heures au Kremlin cette semaine? Ouais, je n'ai aucune information concrète. Mais très brièvement, je peux dire que je n'accepte pas la version officielle, selon laquelle il mettrait le Kremlin en garde contre une attaque d'un État de l'OTAN. Même si la Russie est provoquée pour attaquer des États de l'OTAN, à cause de toutes les attaques lancées par les elfes, les petits elfes d'Estonie et des États baltes. Les attaques de drones qui passent par l'espace aérien estonien et qui visent les infrastructures russes, en tentant de provoquer une crise énergétique en Russie. Mais ce n'est pas de ça, à mon avis, qu'il s'agit. Je pense qu'il s'agit de l'obsession de l'administration Trump, qui est, comme je l'ai déjà dit, environ 400 fois ces 15 dernières minutes, contrôlée par Israël. Il s'agit de l'Iran et d'essayer de détacher la Russie de l'Iran, d'empêcher la Russie de fournir à l'Iran des renseignements pour le ciblage. Je ne sais pas dans quelle mesure ils y sont parvenus. L'Iran dispose déjà de très bons renseignements. Il s'agit aussi d'empêcher la Russie de coopérer avec l'Iran sur les drones et d'autres questions militaires et de lui apporter un soutien diplomatique. Donc, je pense que cela concerne l'Iran. C'est simplement ma théorie, parce que c'est ce qui obsède Trump en ce moment. Et il s'est retrouvé dans une impasse sur le blocus économique contre l'Iran à cause des élections de mi-mandat. Qui est Jared Moskowitz, le représentant Jared Moskowitz? Et pourquoi était-il? Je ne peux même pas dire que c'était dans l'actualité. C'est passé sous les radars. C'est vous qui me l'avez signalé. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Oui, Jared Moskowitz est l'un des plus grands fanatiques sionistes parmi les démocrates au Congrès. Il a été un fervent soutien de la guerre en Iran. Sur toute question concernant Israël, il est totalement aligné sur les partisans d'Israël d'abord du Parti républicain. Et en même temps, c'est un progressiste sur les questions sociales. Il vient du sud de la Floride. Il ne cesse de se plaindre de l'antisémitisme et réclame des lois sur la liberté d'expression pour faire taire toute critique d'Israël. En gros, c'est un vote garanti pour le parti Likoud en Israël. Et après une réunion bizarre, secrète, à moitié secrète, enfin, nous savons que la réunion a eu lieu, entre Hakeem Jeffries, que l'émission de radio The Breakfast Club a surnommé Aipac Shakur, vu l'ampleur du soutien qu'Aipac lui a apporté. Je sais que Tupac est mort, mais c'est un drôle de surnom. Allez-y. Oui, et je me demande ce que Tupac dirait de cette sorte d'icône de la classe des dirigeants noirs qui égare leur communauté. Hakeem Jeffries est quelqu'un qui a paraphrasé le gouverneur ségrégationniste George Wallace en déclarant « Israël aujourd'hui, Israël demain, Israël pour toujours » dans un discours devant un groupe pro-israélien. Et c'est un élu noir de New York, dont le père, Leonard Jeffries, était en réalité un radical noir qui aurait détesté ça. C'est le chef de la minorité démocrate. Donc il rencontre Jared Kushner. Ce qui est déjà assez bizarre, parce que Jared Kushner devrait être quelqu'un que les démocrates promettent de poursuivre pour délits d'initiés, corruption et bellicisme, alors qu'ils avancent vers une procédure de destitution s'ils remportent le Congrès. Mais il a une réunion secrète avec eux. Et puis, après cette réunion secrète, tous ces démocrates pro-Israël, Israël d'abord,
sont nommés à des postes clés de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, à commencer par Jared Moskowitz. Il est donc le membre le plus haut placé de la sous-commission sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Cela signifie que si les démocrates remportent les élections de mi-mandat, rien ne changera dans la relation spéciale avec Israël. Alors que c'est ce que veulent 91% des électeurs démocrates, selon tous les sondages récents. Ensuite, il y a Jonathan Jackson. C'est le fils de Jesse Jackson. Il a critiqué Netanyahou, mais il a aussi déclaré qu'il ne cesserait pas d'accepter l'argent de l'AIPAC. Il est le membre le plus haut placé de la sous-commission sur le contrôle et le renseignement au sein de cette commission. Ensuite, vous avez Debbie Wasserman Schultz, une marionnette totale d'Israël dans le sud de la Floride. Elle siège à la sous-commission sur le contrôle et le renseignement. Et puis il y a aussi Wesley Bell. Lui siège à la sous-commission sur l'hémisphère occidental. Il vient tout juste d'obtenir une nomination très convoitée. Qui est-il? C'est le type pour qui l'AIPAC a payé quoi? 11 ou 12 millions de dollars. Ils ont déboursé 12 millions pour un déluge de publicité façon Super Bowl afin de battre Cori Bush, pas une fois, mais deux, elle qui était l'une des principales critiques de l'aide à Israël au Congrès. Wesley Bell est entièrement contrôlé par l'AIPAC. Voilà donc les démocrates. Voilà ce que les démocrates ont à offrir à leur base. Un mépris total et absolu pour une base qui s'est détournée de Kamala Harris en 2024. Et franchement, ils méritent de perdre en faisant ça. Qui est Fernando Sarmiento? Pourquoi devrions-nous le connaître? Dans quoi est-il impliqué? Je ne pense pas que ce soit Cuba. Je pense que c'est le Venezuela. Eh bien, c'est partout. C'est partout en Amérique latine en ce moment. Donc on est en quelque sorte, on semble passer du Moyen-Orient à l'Amérique latine. Mais en réalité, si vous regardez toutes ces récentes élections au cours des 2 dernières années, chaque candidat de droite pro-américain que Trump a soutenu en Amérique latine, par une ingérence ouverte, des interventions et de la fraude électorale pure et simple, tous ont gagné. Et à chaque fois qu'ils gagnent, Israël arrive. Enfin, on en est au point où le gouvernement vénézuélien accueille de nouveau Israël. Et Nicolás Maduro, qui est dans une prison de haute sécurité à New York, qui est un prisonnier politique des États-Unis avec sa femme, doit regarder son fils, Nicolásito, se rendre dans une synagogue à Caracas et rendre hommage à Israël. Des scènes bizarres. Le nouveau président de la Colombie est complètement sous le contrôle d'Israël. Mais ce sont aussi des gouvernements qui autorisent désormais les États-Unis à mener des opérations militaires sur leur sol. Ils ont renoncé à leur souveraineté. La Bolivie, même chose. Le Honduras, même chose. Et ils cèdent une partie du Honduras à des escrocs de la crypto et à des milliardaires pro-Trump comme Mark Andreessen. Derrière tout ça, il y a quelqu'un dont presque aucun Américain n'a jamais entendu parler, mais qui sert d'homme de confiance à Donald Trump pour l'argent en Amérique latine. Il s'appelle Fernando Sarmiento. Nous avons un sujet sur lui sur notre chaîne YouTube qui explique tout cela. Mais pour faire court, l'ex-petit ami de Fernando Sarmiento, en Bolivie, où il était un conseiller clé du gouvernement et gérait toutes sortes d'opérations, a été touché par balle à 4 reprises, en plein jour, par des tueurs à gages. Elle a survécu d'une manière ou d'une autre. Elle s'appelle Nadia Belair. Et elle a vendu la mèche sur Sarmiento. Elle a affirmé qu'il avait non seulement engagé ces tueurs à gages pour la tuer, mais qu'il faisait transiter des centaines de millions de dollars d'argent occulte par des comptes en crypto-monnaie, essentiellement pour payer et corrompre des responsables politiques. Lui et elle ont contribué à fabriquer des histoires sur des responsables politiques de l'opposition, puis à les diffuser dans des médias qu'ils lançaient. En gros, ils ont contribué à maintenir Javier Milei au pouvoir en Argentine. Ils étaient derrière toutes ces élections.
Et maintenant, cette semaine, Fernando Cerri-Meadows vient d'être inculpé, non seulement pour avoir tenté de tuer son ex-petite amie, qui connaissait tous ses secrets, mais aussi pour trafic de drogue. Donc, l'homme de main de Trump en Amérique latine a été inculpé pour trafic de drogue, tandis que le soi-disant département de la guerre de Donald Trump, sous la direction de Pete Hegseth, recruté malgré son arrestation pour conduite en état d'ivresse, a désormais relancé les frappes contre des bateaux. Il bombarde de pauvres pêcheurs dans une tentative théâtrale et pathétique de donner l'impression qu'ils s'opposent vraiment au trafic de drogue, alors que leur principal homme est accusé de cela. C'est un énorme scandale. Les médias américains l'ont à peine abordé. Donc, si vous regardez ceci, vous en entendez probablement parler pour la première fois. Mais consultez notre enquête sur Fernando Cerri-Meadows sur The Grey Zone et restez à l'écoute pour la suite. Wow! Où en est la campagne de réélection de Netanyahou? Je veux dire, l'élection a lieu dans 2 mois, n'est-ce pas? Oui. Enfin, on ne sait pas qui va gagner. Les sondages font le yo-yo. Une immense partie de l'opinion publique est opposée à Netanyahou. Et la figure qui se positionne comme l'alternative à Netanyahou, on voit en quelque sorte le Parti démocrate se rallier derrière lui. Il prend beaucoup d'élan dans la presse israélienne. Des personnalités clés issues de l'armée israélienne et des services de renseignement, en quelque sorte les gardiens du système, le soutiennent. Et il envoie des signaux quasi progressistes. Il autoriserait même des députés arabes ou des responsables politiques arabes en Israël à faire partie, sous une forme ou une autre, de son gouvernement. Et il sauverait l'image d'Israël face à Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich et ses fanatiques. Il s'appelle Gabi Ashkenazi. Oh, je pensais que vous alliez me dire Naftali Bennett. Non, Bennett est une figure bien plus à droite, issue du Likoud. Ashkenazi, lui, est davantage proche de l'ancien parti travailliste. Il a perdu son neveu, je crois, à Gaza, et il a perdu un autre proche, un membre de sa famille, très proche, a été grièvement blessé au Liban. Lui-même a été chef d'état-major de Tsahal. Or, vous savez, le chef d'état-major de Tsahal est généralement la figure la plus prestigieuse. Parce que l'institution la plus respectée en Israël, celle qui maintient toute la société unie et qui fait la propagande de la société en faveur du génocide, c'est Tsahal. Et Ashkenazi n'est pas une figure progressiste. Il est l'architecte de ce qu'on appelle la doctrine Dahiya, mise en œuvre dans le sud du Liban et dans le sud de Beyrouth en 2006, lorsque Israël a attaqué le Liban. L'idée de la doctrine Dahiya, c'est l'usage d'une force disproportionnée et la terreur contre les civils, afin de tuer le plus grand nombre possible de civils, jusqu'à ce qu'ils se retournent contre le groupe de résistance, en l'occurrence le Hezbollah. Elle porte le nom du quartier de Dahiya, dans le sud de Beyrouth, qu'Israël a totalement détruit. C'est donc en quelque sorte son héritage. Puis en tant que chef d'état-major de l'armée israélienne, il a supervisé la première grande offensive contre la bande de Gaza en 2008 et 2009, l'opération Plomb durci, qui a ouvert la voie au génocide. Et je dois préciser que Gadi Eisenkot a également supervisé la doctrine Dahiya. Mais il a été impliqué dans certaines des agressions les plus atroces contre les Palestiniens et les Libanais de l'histoire récente. Et il ne sera pas moins brutal envers eux que Netanyahou ne l'a été. Et d'une certaine manière, cela le rend plus dangereux que Netanyahou. Parce que Netanyahou a levé le masque sur Israël et sur ce que le sionisme a toujours été. Il nous a montré le véritable noyau hideux de cet oignon. Plus on l'épluche, plus il devient hideux. Gadi Eisenkot, lui, cherche à redonner à l'oignon une apparence brillante. À présenter de nouveau Israël comme un État juif et démocratique, avec le soutien du Parti démocrate, avec des figures pro-israéliennes clés occupant ces postes importants au sein de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants
tandis que les Palestiniens, tandis que le génocide continue à Gaza. While the genocide continues in Gaza. Wow. Max, another tour Wow. de force, Max, encore un tour de force. around the world. Vous nous avez fait faire le tour du monde avec une analyse qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, à part chez vous et vos collègues de The Grey Zone. Merci infiniment. Je serai en déplacement la semaine prochaine, mais j'espère que Chris pourra organiser nos commentaires hebdomadaires dans ce format. Je vous en suis profondément, sincèrement reconnaissant. Tous mes vœux à vous et à votre famille. Max. All my best to you and your family, Max. Merci beaucoup, monsieur le juge. Bon voyage. Thank you. Sure. Coming Merci, up bien tomorrow, sûr. Friday at Demain, vendredi, à 8 heures du matin, en direct de Téhéran, le professeur Mohammad Marandi. À 16 heures, en fin de journée, en fin de semaine, presque en fin de mois, la table ronde de la communauté du renseignement. Demain, Larry Johnson et Scott Ritter. Le juge Napolitano pour Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.